Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je veux tout d'abord vous souhaiter une super belle année. J'espère que tous vos souhaits vont se réaliser et vous avez mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez pu vous reposer pendant ces fêtes et aussi courage à ceux qui ont dû travailler pendant cette période. Donc, comme vous avez sûrement de voir dans le titre ainsi que dans le dernier post ou avant-dernier post communautaire que j'ai fait, il y a un gros point qui est sorti, c'est que Blake Lively poursuit Justin Baldoni pour harcèlement lors de tournage de film It Ends With Us, ou plus connu en français comme le film Jamais plus. J'avais à l'époque, il y a à peu près 3-4 mois, réalisé une vidéo sur le film It Ends With Us, sur les polémiques qu'il y a eu autour et notamment sur les rivalités qu'il y a eu entre Justin Baldoni et Blake Lively. À l'époque, on parlait déjà de comportement de Blake qui était inapproprié lors de la promotion de film, on parlait du rôle de Justin Baldoni dans le film ainsi que de différents scandales qu'il y a eu. Mais c'était un énorme tournant, une grande surprise pour moi, comme je vous ai pu le partager sur l'onglet communauté sur YouTube, mais également sur Instagram, de voir que Blake Lively poursuivait Justin Baldoni pour diffamation, pour harcèlement. C'est pour cette raison, et je vous parle de cette vidéo, pour que vous ayez la voir avant de pouvoir voir celle-ci, pour être vraiment informé de tous les éléments. Et également, je pense que le visionnage de la vidéo va vous permettre de comprendre mieux l'ampleur et l'engouement, ainsi que l'importance de la plainte déposée par Blake Lively à l'encontre de Justin Baldoni. Je vous la mets dans le petit i, vous avez également dans la barre de description, donc n'hésitez pas à faire pause, allez la voir. Une fois que cette vidéo est vue, de revenir, continuer cette vidéo et actualiser le sujet. Depuis donc ma dernière vidéo, beaucoup de choses se sont passées. On a vu comme Hollywood s'est scindé en deux, une partie soutenant Blake, une autre partie soutenant Justin, même si elle est un peu plus faible. Un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vous encourage toujours à vous renseigner par vous-même. Je vous mettrai la plainte qui a été déposée par Blake Lively à l'égard de Justin Baldoni et ainsi divulguée également par le New York Times dans la barre de description. Si vous parlez un peu anglais, n'hésitez pas du tout à aller la lire et vous faire votre propre avis. Gardez toujours en tête qu'il faut avoir un esprit critique lorsqu'on regarde des vidéos comme celle-ci, mais également lorsqu'on regarde des articles, parce que on ne sait pas, on peut facilement se faire manipuler. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous exposer les faits qui s'est passé et de vous permettre de comprendre mieux la situation. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le cœur du sujet. C'est le samedi 21 décembre qu'il a été rendu public par le New York Times que Blake Lively avait déposé une plainte pour harcèlement à l'encontre de Justin Baldoni, sa co-star lors du film It Ends With Us. Mais pas uniquement Justin Baldoni, elle va déposer plainte également à l'encontre de Jamie Earth et Wayfair Studio, la société de production de Justin Baldoni, ainsi que le fondateur milliardaire Steve Schwartz. Blake va donc alléguer des comportements inappropriés lors du tournage du film, ainsi qu'une campagne de diffamation en représailles de ces plaintes. Même si ce qui a été révélé par Blake Lively lors de l'article de New York Times n'est pas vraiment une plainte officielle, au départ elle va juste faire une espèce de réclamation auprès de la Cour civile de Californie, mais plus tard, quelques semaines plus tard, elle va déposer une réelle plainte auprès d'un tribunal. Là, ce qu'on avait, c'était plus une pré-plainte, si je peux appeler comme ça, à l'encontre, donc, je me disais, de pas mal de personnes qui ont fait partie du film. Comme je vous disais dans la première vidéo, Justin Baldoni souhaitait, lors du tournage du film, avoir une actrice plutôt connue. Et donc, il s'est réorienté vers Blake Lively, en lui proposant un petit chèque, mais également lui donnant la possibilité d'être productrice de film pour pas que la proposition soit plus alléchante et que elle soit plus intéressée et venir pour faire le film. Le tournage va commencer le 5 mai 2023 dans le New York Jersey, mais va être interrompu quelques mois après, principalement en juin, suite à la grève des scénaristes. Je pense que vous avez tous entendu parler de la grande grève qu'il y a eu à Hollywood à ce moment-là. De toute façon, plus de la moitié du film avait déjà été tourné pendant cette période, et lorsque la grève est terminée et tout le monde a décidé de revenir sur le plateau, Blake Lively va refuser de revenir. Elle a menacé de ne pas revenir car elle était très mécontente du comportement de Justin Baldoni sur le tournage du film. Elle demandait depuis plusieurs temps à Justin Baldoni, à James Earth, donc PDG de la boîte de production de Justin, d'arrêter leur comportement qui lui paraissait très inapproprié au sein du tournage d'un film. Mais eux, ils ont refusé de l'écouter et donc elle a décidé de leur faire un petit peu de chantage en leur disant qu'elle ne revenait pas si la situation ne s'améliorait. Comme ils avaient besoin que Blake revienne pour tourner le film, une réunion va avoir lieu donc le 4 janvier 2024 où était présent Blake, représenté par son mari Ryan Reynolds, Baldoni ainsi que James Earth, donc le PDG de la société de production. C'était donc la condition de Blake de écrire et de
faire un accord avec tout le monde qui doivent s'engager pour respecter un certain nombre de points pour qu'ils puissent donc revenir sur le tournage. Ils ont donc accepté et Blake donc voulait garantir un environnement de travail sûr à la fois pour elle et pour ses collègues. Cet accord comprenait 30 points, très explicites, vous pouvez aller les lire dans la plainte qui est en lien de description, mais globalement, elle demandait qu'ils cessent des comportements, c'est-à-dire que ces comportements-là avaient eu lieu et qu'elle ne voulait plus qu'ils aient lieu. C'est ça aussi l'importance des faits, c'est que elle venait mettre en lumière de comportements qui avaient eu lieu pendant le tournage et qu'elle voulait qu'ils cessent. C'était sa condition donc pour revenir. Pour résumer, elle demandait essentiellement qu'on ne la touche plus sans son consentement, qu'ils arrêtent les commentaires à caractère intime ou des questions intrusives sur sa vie. Elle demandait également à Justin Baldoni d'arrêter d'improviser des scènes de baiser avec elle qui n'étaient pas prévues et également que ceci soit fait dans un cadre professionnel, donc sans embrasser, vous voyez, le French kiss, car elle considérait qu'il dépassait largement les limites qui devaient être celles d'un cadre professionnel. Ainsi, elle lui demandait également d'essayer d'intégrer des scènes intimes qui n'étaient initialement pas du tout dans le script et pour lesquelles elle n'avait absolument pas du tout signé. Et surtout que ces scènes n'étaient absolument pas du tout pertinentes pour le film. Elle va exiger également la présence d'un coordonnateur d'intimité et cette partie-là d'ailleurs je l'avais abordé dans ma vidéo d'il y a quelques mois, je pensais que c'était Justin qui avait mis en place ce point-là, mais que finalement c'était à Blake qu'elle avait demandé pour se protéger. Elle demandait également qu'ils arrêtent de la filmer lorsqu'elle n'était pas vêtue, qu'ils arrêtaient également de rentrer dans sa loge alors qu'elle leur avait demandé de ne pas rentrer ou pendant qu'elle se démaquillait le corps ou pendant qu'elle allaitait ses enfants. Bien évidemment pour préserver son intimité. Elle demandait également à Baldoni d'arrêter de faire des commentaires sur sa religion, d'arrêter de dire qu'il pouvait communiquer avec son père qu'elle venait de perdre il y avait quelques temps, ce qui est vraiment des comportements très déplacés, on est d'accord. Une autre remarque importante que j'avais déjà abordée dans ma vidéo, c'est le fait qu'il devait arrêter de faire des demandes sur son poids, qu'il arrête également de faire des commentaires négatifs à ce sujet. Et en fait, ce qui vient renforcer la crédibilité de Blake, c'est également le fait que quasiment tout le casting ne parle pas à Justin Baldoni, qui ne le suivent plus du tout sur Instagram et que tout le monde suive Blake. Certaines personnes disaient, comme je vous ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, que ces personnes-là voulaient tout simplement se approcher des bonnes personnes de Hollywood, donc des personnes puissantes, notamment Blake Lively et son mari Ryan Reynolds. Mais beaucoup d'autres disent que ça se traduit aussi peut-être par le fait que le comportement de Justin Baldoni sur le plateau était inacceptable et rendait mal à l'aise l'équipe de tournage, ce qui fait qu'aucune des femmes sur le plateau de tournage ne le suit actuellement sur Instagram. Un autre point que je trouve très important, c'est le fait que dans l'axe qu'ils ont signé, il y avait explicitement marqué que le studio et toutes les personnes concernées ne pourraient pas faire une poursuite ou qu'ils ne pourraient pas la punir, qu'il y ait des représailles par rapport à ce qu'il venait de dire ou par rapport à ses plaintes. Ma question, moi, c'est surtout, est-ce que l'organisation d'une campagne de diffamation à l'encontre de Blake n'est pas finalement une façon de représailles? Le public, quant à lui, pense que Blake Lively a ruiné sa réputation toute seule lors de la promotion de films et qu'elle n'aurait pas dû faire la promotion de films comment elle l'avait fait. Toutefois, dans la plainte qu'elle va déposer par Blake, on va apprendre que Sony, qui était donc qui finançait le film, et que c'est eux qui sont chargés de la promotion de ce dernier, avait explicitement mis en place un plan marketing qui disait qu'il ne devait pas du tout aborder le film d'une manière triste et pesante, mais qu'il devait l'aborder comme une histoire d'espoir. Et c'est pour cette raison que lors de tournage de film, lors de la tournée promotionnelle de film, on s'est énormément attardé sur les fleurs, sur cette histoire d'espoir. Et donc Blake, comme l'ensemble de casting, vont donc suivre ces directives. Justin Baldoni, de son côté, comme il n'était pas soutenu par les autres membres de l'équipe, il va donc faire sa promotion de film de son côté. Lui, pour le coup, mettant vraiment l'accent sur les victimes et sensibiliser contre les violences faites. Parce que à ce moment-là, tout ce que Blake Lively avait fait sur le film, c'était tout simplement de mettre une story Insta de 24 heures avec les numéros concernés, mais rien de plus. Le 23 décembre, Sony va donc publier, eux, de leur côté, un communiqué en soutenant Blake et la plainte qu'elle a déposée, ce qui vient un peu à aussi confirmer le fait que c'est eux qui l'avaient demandé de promouvoir le film de cette façon. Un autre point important, lorsque moi j'ai lu la plainte et qui m'a un peu titillé, c'est comment est-ce que Blake Lively a eu accès à tous ces messages échangés entre Justin Baldoni et sa chargée de presse. La chargée de presse de Justin Baldoni, c'était Jennifer Abel, qui donc était sa principale représentante, qui a donc embauché une autre personne, Melissa Nathan, qu'elle faisait partie de l'agence THG, pour qui elle gère un petit peu la situation de crise au cas où. En fait, ce qu'on va apprendre, c'est que Blake n'a pas du tout obtenu ces documents comme on l'avait cru dans un premier temps par
une ordonnance judiciaire, mais c'est un peu plus fourbe que ça. Parce que là, il faut juste garder en tête que les messages, on les a pas en entier. Ils peuvent très bien être sortis de son contexte, ils peuvent très bien être interprétés d'une certaine façon, mêlés dans un récit qui nous fait penser d'une certaine façon, peuvent toujours être interprétés, surtout lorsqu'on les a pas obtenus par une ordonnance judiciaire. Après, je ne dis pas, c'est vrai que Justin Baldoni, il a essayé de discréditer Blake pour la faire passer pour un peu la méchante de l'histoire, mais peut-être il a flippé, il s'est dit que si vraiment tout le monde voyait que personne de plateau ne le soutenait, ils allaient croire les propos de Blake, et donc il a possiblement préparé une technique, une gestion au cas où ça venait à arriver. Peut-être ça lui a donc échappé des mains, parce que je pense que s'il avait dû se laisser couler la situation, personne ne serait vraiment attardé sur l'affaire, il aurait fait sa vie, il aurait continué à faire sa vie comme Blake aurait continué à faire sa vie. Parce que lorsqu'on lit un peu la plainte qui a été déposée par Blake, elle n'avait pas non plus, elle, l'intention de révéler toutes ces informations et de se lancer dans un procès. Elle voulait, je pense, sûrement tourner son film, faire son petit billet et vivre tranquillement sa vie sans forcément aller déposer plainte à l'encontre de Justin Baldoni pour harcèlement sexuel. Ils ont réglé ça lors le 4 janvier pour elle et s'arrêter là. En fait, donc, comme je vous disais, on va apprendre que Blake Lively va obtenir les messages grâce à Stephanie Jones. Stephanie, c'était l'ancien attaché de presse de Justin Baldoni qui a fondé donc la compagnie Jones Work LLC, donc l'ancien agence de presse de Justin Baldoni. Jusque-là, vous me suivez. En fait, on va apprendre que Justin Baldoni était client de Stephanie, donc de l'agence de Stephanie, et qu'il travaillait avec Jennifer Abel, donc celle qui apparaît souvent dans les messages qu'on voit qui s'envoient. Justin Baldoni, il avait donc un contrat de 1 an avec l'agence de Stephanie, sauf qu'il va quitter cette agence parce que Jennifer Abel, donc sa représentante, va quitter l'agence de Stephanie pour aller pour aller bosser avec Melissa Nathan. Melissa Nathan qui est l'ancienne agence de crise de Johnny Depp lors de procès contre Amber Heard. Donc voilà, la meuf c'est pas n'importe qui. Donc Justin Baldoni va quitter Stephanie pour aller avec ses 2 filles. Donc Jennifer Abel aurait entre gros guillemets volé Justin Baldoni à Stephanie, donc son ancien chef, ce qui n'a pas du tout plu à Stephanie, ce qu'on peut comprendre, c'était un gros client. Et donc Stephanie, en tant qu'ancien employeur de Jennifer Abel, elle avait accès à tous ses mails et à tous ses SMS. Donc lorsque Jennifer est partie de l'entreprise, elle a dû remettre son téléphone professionnel et donc Stephanie, elle a fouillé le téléphone professionnel de Jennifer pour retrouver ses messages qu'elle va donc transmettre à Blake Lively. La question c'est pourquoi elle les a transmis à Blake Lively? Je pense qu'elle a une vendetta envers peut-être Justin et peut-être elle lui en veut d'avoir quitté son agence parce qu'en parallèle de la plainte qui va être déposée par Blake, Stephanie ne rigole pas. Elle a pour le coup, elle, vraiment déposé une plainte auprès du tribunal à l'égard de Justin Baldoni pour avoir rompu le contrat Jennifer Abel ainsi que Melissa Nathan. Vraiment, là, pour le coup, c'est pas un très bon moment pour Justin Baldoni. Il a des plaintes de tous les côtés. Il va donc engager un très très bon avocat, que je pense c'est lui qui prend le plus d'argent dans cette histoire, qui s'appelle Brian Friedman. Et son avocat, il dit que la vérité est complètement différente de celle que Blake affirme dans sa plainte et qu'elle le sait. En fait, ils vont donc envisager de contre-attaquer la plainte de Blake par une autre plainte, accusant Blake pour le coup également de diffamation. Et ce n'est pas uniquement une idée, ça a été fait le 1er janvier 2025. Donc hier, on est le 2 pendant que je tourne cette vidéo. Pour moi, honnêtement, lorsque je regarde tout ça, les deux, ça me paraît bizarre. Tous les deux, ils ont des choses à se cacher et je pense que ils se font que à se dire, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, toi t'as fait ci, t'as fait ça. Je pense, comme je vous disais au départ de la vidéo, qu'il faut garder de recul et se dire que c'est pas parce que Blake a fait ça que ce que Justin a fait n'est pas vrai. Il peut très bien avoir eu des comportements inappropriés, peut-être parce que c'est son premier film, donc il ne connaissait peut-être pas comment vraiment gérer un plateau, qui n'était pas vraiment formé pour ça. Et Blake, elle a peut-être également eu des comportements lors de tournage du film qui n'étaient pas non plus, plutôt lors de la promotion du film, qui n'étaient pas appropriés. En fait, c'est pas blanc ou noir. C'est possible que tous les deux aient tort à leur façon. Dans la plainte de Blake, donc, on va récupérer les SMS qui ont été changés entre Justin Baldoni et Jennifer Abel, principalement le 2 août. Dans l'une des premières conversations, deux femmes de l'agence, donc Melissa et Jennifer, disent que Justin Baldoni veut, entre guillemets, enterrer Blake Lively. Littéralement, il veut qu'elle soit enterrée. Melissa va répondre à Jennifer, tu sais qu'on peut enterrer n'importe qui. Elles disent, imagine c'est un document contenant toutes les choses qu'il veut se retrouve dans les mauvaises mains, laissant entendre que les intentions
intentions de Baldoni envers Blake Lively étaient très réelles et que si les gens l'apprenaient, ce serait catastrophique. 3 jours plus tard, le 5 août, une conversation montre Justin Baldoni en train d'envoyer une capture d'écran de Twitter, donc en X maintenant, un thread sur Hailey Bieber où on décrit comment elle harcelait les femmes et Justin va leur dire c'est ce qu'il nous faut. En se référant à tout ce scandale revenu en 2023 entre Hailey Bieber et Selena Gomez où les réseaux sociaux avaient pris parti contre Hailey Bieber, l'accusant d'être une mean girl. Donc Justin demandait de faire quelque chose similaire à Blake Lively, ressortir tout son passé, le creuser pour construire une narrative similaire à celle de Hailey Bieber. Jennifer de l'agence va donc répondre oui, littéralement, j'en ai déjà parlé avec Melissa et c'est ce qu'on va faire. On va se concentrer sur TikTok et Instagram. Dans la plainte, un email montre une estimation des coûts de cette stratégie. Ce n'est pas du tout pas cher, c'est très très cher. Les gens devraient investir leur argent autrement. 175 000 € pour un service de 3 à 4 mois. C'est énorme. Je pense que je vais me réorienter, je vais devenir ça. Je vais faire ça, dans lequel on inclut une stratégie sur tous les médias sociaux, sur toutes les plateformes, des gestions avec l'interaction avec son audience, la création de leur narrative, leur suivi et surtout garantir tout soit intraçable. C'est-à-dire qu'ils vont se charger de construire toute une narrative autour de cette histoire, autour de lui, sans qu'on puisse remonter vers lui et dire « Ah bah, c'est de l'agence presse qui a créé ça ». Donc, Blake Lively va mentionner qu'ils ont utilisé la stratégie de le astroturfing, désolé, je le prononce mal, consiste à créer des faux profils pour parler bien ou de parler mal de certaines personnes, des bots, en fait, qui vont être créés par des agences, mais qui vont se faire passer pour des personnes réelles pour créer des trends et créer un engouement et une certaine histoire qui va être relayée. Justin va donc déclarer qu'il n'a pas du tout fait ça pour nuire à Blake, mais pour se protéger contre les dommages qu'il aurait infligé Blake et son mari Ryan Reynolds. Les femmes de l'agent donc vont dire qu'ils ont des contacts avec Daily Mail, Page 6, Fox News, Paul, Us Weekly et In Touch, des magazines People très très connus. Ils affirment qu'ils passeront des informations pour continuer à publier des articles favorables à Baldoni et défavorables à Blake. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que Melissa Nathan, responsable donc crise de Justin Baldoni, comme vous disiez, sa sœur Sarah Nathan, elle est pour le coup journaliste et a créé 2 articles sur la situation sur Page 6. Le 9 août 2024, donc Melissa Nathan va indiquer à Jennifer qu'elle était au téléphone avec sa sœur, journaliste New York Post et collaboratrice chez Page 6. Elle a donc informé que la religion de Baldoni ne serait pas du tout prononcée dans les articles et qu'elle se concentrerait davantage sur Blake. Est-ce que l'article du New York Times pourrait être remis en question? Et là, je veux dire que tout peut être remis en question dans cette histoire tant qu'il n'y a pas de condamnation et des preuves vraiment des faits, parce que tout peut être amené à interprétation. Et je vais vous donner un exemple, c'est le fait qu'il y a une journaliste qui a été mentionnée dans l'article de New York Times, la journaliste Jersey Fla, que j'ai d'ailleurs mis dans mon ancien vidéo, qui, elle, avait reçu Blake Lively dans une interview. Et en fait, le New York Times va accuser cette journaliste d'avoir reçu de l'argent de la part de Melissa Nathan pour publier des articles à la charge de Blake. Mais la journaliste affirme que tout ça c'est faux et qu'elle n'a jamais reçu aucun centime et que les accusations sont fausses. En vrai, lorsqu'on regarde la vidéo que j'ai mise, la journaliste n'a pas besoin de parler. Blake, elle le fait pour elle-même. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que si cette campagne de diffamation, elle a vraiment été menée, elle a très bien fonctionné, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que Justin Baldoni, il a vraiment bien su promouvoir le film sur un point qui touche tout le monde. Les violences faites aux femmes, c'est quand même un sujet très très sensible et qui en fait, tout le monde est impacté par ça et c'est un sujet qui touche. Il va donc utiliser ce sujet-là pour paraître crédible et qu'on s'attache un peu à lui. Et ça se voit dans les commentaires en fait des vidéos, beaucoup de personnes le défendent. La deuxième raison, je pense, c'est aussi que le passé de Blake Lively s'est un peu retourné contre elle. Dans les interviews qu'elle a fait, elle paraît arrogante, un peu vraiment hostile, hautaine, même envers ses collègues, ce qui n'a pas du tout joué en sa faveur. Donc, lorsque Justin a commencé à parler de ça, on n'a pas trop eu de mal à le croire. L'autre raison, c'est qu'elle n'a pas seulement parlé de film, elle a fait une promotion marketing très légère, ce que je peux entendre si elle était contractuellement engagée avec Sony, mais également qu'elle a promu des marques, sa propre marque de boissons alcoolisées, et on sait tous que l'alcool, c'est un facteur aggravant sur les violences. Donc, le fait qu'elle fasse la promotion de ses propres produits lors de la promotion de films était complètement incohérent avec le message qu'elle voulait passer. Donc ce n'est pas uniquement que les collaboratrices de Justin Baldoni aient fait un super boulot en tant qu'agent de presse et qu'elles aient bien défendu et bien géré la relation publique de Justin, mais c'est parce qu'elles pouvaient le faire, parce qu'il y avait tellement d'éléments contre Blake que les gens n'ont eu
aucun mal à croire ce que Justin disait. Mais comme je vous disais, ça ne veut pas dire qu'en fait, ce que Blake a suivi, c'est faux. Ce que ça veut dire et ce que ça prouve, c'est qu'il n'y a pas de victime parfaite. C'est que ça n'existe pas. Blake, elle a autant de choses aussi à se reprocher, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle a vécu, si ce qu'elle a vécu, elle dit c'est vrai, c'est moins légitime. Elle a tout à fait le droit de porter plainte si elle a été harcelée lors du tournage de ce film. Mais ça ne me remet pas non plus en question qu'elle a eu des comportements qui ont été jugés non convenables lors de la promotion d'un film pour un sujet si important et si sensible. Parce qu'en réalité, personne n'est 100% méchant ni 100% bon. C'est un peu moitié, la moitié. Blake va quand même recevoir énormément de soutien de tout Hollywood d'ailleurs. En plus de Sony, tout le casting de films que j'ai mentionné, d'autres actrices comme America Ferrera, Alexis Bledel et Amber Tamblyn qui ont travaillé avec elle dans le film Sisterhood of the Traveling Pants disent qu'ils ont travaillé donc avec Blake et que pendant des années qu'elle la considère comme quelqu'un de très professionnel et intègre. Quelqu'un de très important et qui la soutient également, c'est l'écrivaine de livres Colleen Hoover, qu'elle a donné donc tout son soutien à Blake Lively, ce qui en fait m'impressionne quand même parce que c'est Justin Baldoni qui allait la voir pour lui demander d'avoir les droits pour faire son film, de son livre un film. Donc en fait, c'est lui qui a acheté les droits de son film. Donc ça m'a également mis la puce à l'oreille de me dire pourquoi la créatrice même de livres ne le soutient pas. Mais de toute façon, que ça soit vrai ou pas, Justin Baldoni, il va agir comme si rien ne se passait, il va faire des voyages avec sa famille pendant ce temps-là, il va se profiter de ses enfants, mais beaucoup de choses sont en train de se passer. Premièrement, il s'est fait complètement dégager de son agence, l'agence WME, qui a annulé donc toute leur relation professionnelle, et pour le coup, Justin Baldoni va accuser le mari de Blake d'être responsable de ça parce qu'il fait partie de la même agence, même si l'agence se défend en disant que Ryan n'a aucun mot à dire. Mais bon, on ne peut que spéculer. Si vous voulez simplement mon avis, je pense que le fait que Ryan soit le mari de Blake et a déposé plainte contre Justin, c'est un petit peu joué. Mais c'est juste simplement mon avis. L'organisation Voice, qui lui a remis un prix appelé Voice of Solidarity, attribué à des hommes remarquables qui ont soutenu les femmes et qui ont promu l'égalité, lui a retiré son prix. C'est très triste aussi parce que beaucoup de personnes disent qu'il s'est forgé ce personnage de quelqu'un de féministe, etc., juste pour ce film. Mais en fait, c'est faux. Il a déjà fait un film, et un de ses personnages les plus importants, c'est celui de Raphaël Solano dans la série Jane the Virgin, où en gros, on va vraiment un mec, il incarne un mec qui est très macho, vous voyez, et que de peu à peu commence à devenir quelqu'un de responsable, un homme bien en fait, un homme normal si je peux me permettre, donc il passe d'une attitude toxique à tout quelqu'un considéré et engagé. Ce rôle va donc lui faire énormément gravir les échelons dans l'activisme pour les femmes et donc lui donner une place au point qu'en 2017, il va faire une conférence TED appelée Man and Earth. C'est une conférence qui est assez inspirante où il parle comment son père lui a permis, il lui a montré que en fait être un homme n'est pas seulement être quelqu'un de fort, mais c'est aussi être genre quelqu'un de sympathique, d'aimer avec le cœur, etc. Il va donc même créer un podcast de même nom, Men and Earth, comme sa conférence donc, où il va inviter des personnes et faire des interviews de l'importance pour un homme d'être féministe et de soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce podcast est co-animé donc par une autre personne qui s'appelle Liz Plank, j'espère que je le prononce bien. C'est une fille qui donc apparaît avec lui dans tous les épisodes et elle est là donc également pour animer le débat de podcast, qui va elle pour le coup quitter le projet suite à la dénonciation et à la plainte donc déposée par Blake, et elle n'a pas vraiment dit pourquoi, mais on comprend que en fait elle a envie d'aller construire autre chose ailleurs. Ce qui est en fait très important, en fait Justin, il aurait dû vraiment s'attarder sur ça, c'est que c'est la seule personne qui peut vraiment le défendre parce qu'elle a travaillé avec lui très longtemps, donc s'il avait besoin de quelqu'un qui le défende, c'est elle qui aurait dû aller voir. Donc peut-être on peut en déduire qu'elle n'a pas eu la meilleure expérience avec Justin Baldoni non plus, ce qui est très négatif pour lui, qui en fait pour une raison ou une autre ça s'est mal passé, même si la situation on ne la connaît pas aujourd'hui. Peut-être on en saura plus et elle en parlera plus tard, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça. Il y a un autre point aussi que les gens ils ont trouvé ça un peu c'est que Justin Baldoni avait une grosse addiction pour le contenu pour adultes et on parlait ouvertement comment elle avait réussi à essayer de s'en remettre, il s'enlevait ça, il parlait de son podcast, à quel point c'était négatif, que ça donne pas une bonne vision des choses, etc. Et donc il parle de risques de ce genre de situation, qu'il faut plus en consommer, voilà. Et en fait lors de plateau de tournage
ce que Blake va dire également dans sa plainte, c'est qu'ils lui ont demandé, il parlait de ça. Lui, ils sont le PDG de sa société de production, James, et en fait, ils lui ont demandé si elle en consommait. Elle a dit que non, ils sont un peu foutus de sa gueule. Donc, en fait, elle n'était pas très contente. Elle a dit que c'était pas très à l'aise et qu'elle ne voulait absolument pas du tout parler de ce sujet avec ses collègues, ce qu'on peut totalement comprendre. Comme je vous ai informé précédemment, Justin Baldoni a déposé une plainte. Toutefois, lors du tournage de la vidéo, la plainte de 87 pages n'avait pas encore été diffusée. Aujourd'hui, on l'a. Et bien évidemment, je ne pouvais pas sortir la vidéo sans vous parler de cette plainte de 87 pages. C'est pour ça que je suis en voix off, désolé, du coup, vous ne verrez pas ma tête, ce sera que des captures d'écran de la plainte. Donc, pour revenir à la plainte de 87 pages déposée par Justin, elle ne vise pas seulement à poursuivre le New York Times pour diffamation, mais 9 autres personnes sont poursuivies pour diffamation, atteinte à la vie privée, fraude et violation de contrat. Et il demande donc un procès avec un jury. Le premier point qui est abordé dans la plainte de Justin, c'est que Blake n'a jamais eu la réelle intention de poursuivre Justin en justice. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit qu'elle ou d'apart, elle n'avait pas du tout déposé une réelle plainte, mais plus ce qu'on pourrait donner une valeur un peu comme une main courante. Les arguments avancés par Justin et son avocat, c'est qu'elle a choisi de ne pas intenter une réelle action en justice contre Baldoni ainsi que sa société de production parce que le faire aurait demandé un examen minutieux de processus de découverte des SMS qu'elle a reçus. Elle aurait dû répondre à des questions sous serment. Il considère donc, comme sa plainte administrative était remplie d'énormes contre-vérités très flagrantes et de représentations erronées de la réalité, ça l'aurait exposé à des sanctions. Deuxièmement, engager une action en justice formelle aurait fait donc dérailler son véritable objectif, selon eux, une campagne orchestrée pour réhabiliter son image publique et négliger et voire détruire celle de Justin Baldoni. Dans sa plainte, il va également accuser le New York Times de ne pas avoir mené un vrai travail journalistique rigoureux en disant qu'ils se sont appuyés sur des communications tirées sur le volet et modifiées, dépouillées de leur contexte et délibérément coupées pour induire en erreur. Donc, Blake aurait volontairement altéré ses messages et le New York Times n'aurait pas fait l'effort de vérification qu'ils disent avoir fait. De plus, dans sa plainte, Justin va mettre en lumière, donc avec ses captures d'écran avec le contexte, en disant qu'il n'a jamais souhaité ruiner la réputation de Blake. Tout au contraire, et on regarde les captures d'écran qu'il a fournies où il dit « Comment pouvons-nous dire de manière ou d'une autre que nous ne faisions rien de tout cela ?» Cela donne l'impression que nous essayons de la démolir. Son manager de crise en relations publiques répond par texto et en disant « Ils font tout ce eux-mêmes et c'est vraiment évident. » Justin, dans sa note, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils disent que nous plaintons ces histoires, ce qui est évidemment faux. Ensuite, la plainte de Justin met également en lumière que les captures d'écran obtenues par Blake et donc relégués par le New York Times, sont truqués. Justin et son équipe affirment que les messages échangés entre Jennifer Label et Melissa Nathan concernant un article négatif sur Blake ont été sortis de leur contexte. Nathan partageait un lien avec un article critique sur Blake et Abel a répondu « Tout est vraiment surpassé avec cet article » suivi d'un emoji sourire à l'envers. Selon le plaignant, cet emoji montre un réel sarcasme et pas du tout une célébration. L'emoji sourire à l'envers est couramment utilisé pour exprimer de l'ironie, du sarcasme ou une plaisanterie. Justin et son équipe soulignent que Blake aurait elle-même nui à sa réputation par ses propres actions sans intervention de leur part. Un exemple de discours dans leur groupe de gestion de crise, par exemple, nous n'avons pas dit à Jed de s'en prendre à l'idée que sa promo était inappropriée, cela s'est fait de elle-même. Ou encore, elle s'est détruite par ses propres actions. Bien que l'équipe admet avoir prévu des mesures défensives au cas où les accusations de Blake prendraient de l'ampleur, ils affirment ne pas avoir eu besoin de les utiliser. La citation de Jay Fable, publiciste de Justin, qui dit « Aucun plan de combat social n'a été mis en œuvre, bien que nous étions prêts pour cela, Internet a fait le travail pour nous. » Elle explique également qu'ils se sont contentés de suivre les discussions en ligne pour protéger Justin. « Nous avons surveillé des comptes et travaillé avec une équipe sociale pour agir rapidement si nécessaire. » L'équipe de Justin allait que Leslie Sloan, publiciste de Blake, aurait planté des histoires négatives sur Justin, y compris des accusations graves, comme celle d'être un prédateur. Sloan, autrefois soutenue par Harvey Weinstein, a semé des histoires critiques sur Baldoni avant la sortie du film. Blake aurait affirmé avoir vu une vidéo inappropriée montrant la femme de Jamie Hearst nue. La plainte de Justin qualifie cette affirmation d'absurde. Selon eux, il s'agissait en réalité d'une vidéo privée montrant la naissance à domicile de l'épouse de Hearst, un enregistrement profondément personnel et sans aucune connotation pouvant déformer. Justin et son équipe accusent le journal d'avoir publié des informations basées sur des textes altérés et sortis de leur contexte. Par exemple, le New York Times aurait présenté les échanges de messages comme prévu d'un complot contre Blake, alors que ces messages avaient des significations
différentes selon la plainte. Cependant, même s'il décide de ne pas être responsable de la haine en ligne contre Blake, certaines discussions internes montrent qu'ils sont réjouis des retombées négatives pour elle. Nous avons jubilé de manière immature et plaisanté sur le retour d'Internet, disent les capteurs d'écran. Blake aurait affirmé que Justin et Jamie entraient dans sa loge sans prévenir alors qu'elle se changeait ou allaitait. La plainte refute ces accusations en montrant un SMS de Blake à Justin lui disant « Je suis en train de tirer mon lait dans ma caravane si tu veux qu'on retravaille sur nos répliques ». Blake aurait refusé de rencontrer d'ailleurs le coordinateur d'intimité avant le tournage des scènes sensibles, ce qui aurait compliqué le travail selon Justin. Avec des preuves en SMS en disant Justin disant à Blake « Je viens d'engager un coordonnateur d'intimité que j'adore. Tu pourrais faire une visio avec elle la semaine prochaine pour une introduction. » La réponse de Blake, c'est « Je me sens bien, je peux la rencontrer quand on commence, mais merci. » La plainte affirme que Justin a dû gérer seul ces aspects en transmettant les informations à Blake. Et comme vous avez déjà parlé de ce sujet lors de ma précédente vidéo, la plainte met en lumière également que Blake a eu une énorme influence dans le montage, dans les tenues et globalement dans le processus créatif de film. Concernant le montage, Blake aurait créé sa propre version de film, empêchant les éditeurs originaux de visionner ou de modifier son montage. Justin a été exclu du processus de production. Par exemple, dans les SMS, il indique « Elle m'a officiellement retiré du film, je ne peux pas participer à la musique ou aux effets vidéo, etc. » Même le mandeur de film montre avec des captures d'écran transmises qu'aucune personne n'avait le droit de jeter un coup d'œil. Blake aurait donc modifié la stratégie de marketing initialement axée sur les survivants de violences, détournant la campagne vers d'autres thèmes. Et selon Justin et la plainte, Sony aurait soutenu Blake malgré les tests faits au public montrant une meilleure réception de montage de Justin. L'exclusion de Justin de film ne s'arrête pas là, il aurait également été systématiquement écarté des décisions marketing et des événements liés au film. Justin n'a pas été invité aux avant-premières, séances photos ou aux autres campagnes. Lors de la première, il a été placé dans une salle séparée et exclu de l'after party officiel qu'il a dû financer lui-même. La plainte allègue que Blake aurait menacé de ne pas promouvoir ou finir le film si ses demandes n'étaient pas respectées. Un des incidents marquants rapportés dans la plainte de Justin concerne une confrontation impliquant le mari de Blake, Ryan Reynolds, et Justin Baldoni. Cet événement aurait eu lieu dans le penthouse de Blake et Ryan à New York pendant une réunion. Selon les documents fournis dans la plainte de Justin, tout a commencé parce que Justin Baldoni avait demandé le poids de Blake, comme vous avez déjà parlé plus tôt, et elle l'aurait très mal pris. Elle en a parlé à son mari qui, furieux, aurait confronté Justin Baldoni lors de leur domicile. La plainte précise que l'attitude de Ryan était particulièrement humiliante et déstabilisante. Cette confrontation se serait déroulée dans un contexte très gênant avec des amis et des collègues de Ryan et Blake allant et venant dans leur penthouse. Justin, déstabilisé, aurait présenté ses excuses pour essayer de désamorcer la situation, bien que selon lui, sa question était justifiée et posée de bonne foi. À la suite de cet événement, Blake aurait catégoriquement refusé de filmer la scène où Justin devait la soulever. Cette scène, bien qu'elle ait été répétée auparavant avec une doublure, elle a été retirée du film. Et Blake aurait même menacé de quitter la production si cette demande n'était pas respectée. L'incident aurait provoqué des tensions sur le plateau. Blake aurait donné un ultimatum au producteur et à Justin indiquant qu'elle ne continuerait à travailler sur le film que si les conditions qu'elle dictait étaient acceptées sans discussion. Justin, sous pression, aurait cédé, mais la dynamique sur le plateau aurait été irrémédiablement affectée. Et là, vous vous rappelez des 30 points discutés tout au départ de la vidéo concernant la première page de la plainte de Blake où elle aborde les 30 points qu'ils ont signés ensemble le 4 janvier. Selon dans la plainte de Justin, Wayfair Studio et Justin Baldoni contestent cette affirmation. Selon eux, aucune liste écrite de 30 points n'a été présentée ni lors de cette réunion ni à un autre moment. Plusieurs éléments de cette liste étaient inconnus jusqu'à l'apparition de la plainte de Blake. Les points commençant tous par l'expression no more, comme je disais plus jamais, laissant entendre que ces incidents avaient déjà eu lieu, ce que Justin Baldoni et Wayfair Studio qualifient de fausses représentations. L'atmosphère tendue, les accusations formulées auraient accentué donc un déséquilibre de pouvoir au sein du film, donnant à Blake un rôle majeur de ce qu'elle aurait dû avoir. Malgré les exigences de Blake, ils ont quand même décidé de continuer le film au vu de toutes les implications financières et le risque d'un potentiel arrêt de la production à mi-parcours qui aurait causé des importantes pertes d'argent à tout le monde. Dans la plainte, on va également apprendre que Stephanie Jones, l'ancien publiciste de Wayfair et donc de Justin Baldoni, qui a été mentionnée pas directement dans la plainte de Blake, mais qui elle-même a porté plainte en parallèle auprès de Justin Baldoni et qui aurait elle-même fourni des informations et les captures d'écran à Blake. Justin Baldoni va donc répondre. Il considère et disent que selon la plainte de
selon la plainte, Stéphanie aurait été licenciée par Wayfair Studio pour avoir divulgué des informations confidentielles ou Daily Mail en violation des instructions de confidentialité. Agacée par son licenciement, aurait cherché à se venger, contribuant ainsi à l'aggravation du conflit entre Blake et Justin. Certains estiment que cette colère l'aurait poussé à divulguer des informations sensibles à Blake et son équipe. Jennifer Abel, l'actuelle publiciste de Justin Baldoni, a également été impliquée de manière indirecte dans cette affaire. Les allégations, c'est que Stéphanie aurait divulgué les messages privés de Jennifer Abel qui les aurait ensuite remis à Blake, ce qui explique comment Lively aurait pu accéder à ces communications. La situation aujourd'hui est perçue comme un mélange de motivation personnelle, professionnelle, où chaque partie cherche soit à obtenir une forme de vengeance, soit à sauver sa réputation. Le conflit maintenant, largement médiatisé, continue de se déployer avec des nouvelles révélations et je pense que ça sera de plus en plus complexe et on n'a toujours pas fini avec cette histoire. Ce qui devait être un film sur les violences faites aux femmes, dont elle devrait être au cœur de sujet, c'est devenu uniquement une bataille judiciaire à voir celui qui a raison et une bataille d'ego. Comme je vous ai dit, il faut vraiment toujours que vous ayez un recul, toujours le contexte, même par rapport à ce que vient de dire Justin de sa nouvelle plainte, tant qu'il n'y a pas une décision judiciaire, des preuves faites, des preuves récupérées par la cour, ainsi qu'une déclaration sous serment, et encore, vous ne devez pas croire tout ce que vous lisez ou que vous regardez. Une plainte n'est pas forcément la vérité, c'est la vérité d'uniquement une partie. En tout cas, jusqu'ici, un peu le résumé de l'histoire. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous conseille vraiment d'aller lire l'histoire et de lire la plainte et de suivre cette histoire le plus proche possible parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements avec 3 plaintes qui se tournent autour là. Et je pense que c'est vraiment une histoire parfaite pour vous montrer à quel point il ne faut pas faire confiance aux personnalités. On ne sait pas à quel point la communication elle est manipulée, à quel point nous on peut se faire manipuler sans vraiment se rendre compte et de toujours avoir un regard critique et un esprit critique. Je vous recommande et je ne peux que vous conseiller de me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette situation, mais bien évidemment toujours de la bienveillance dans le respect des autres et des personnes concernées par la situation. Je ne mets pas du tout et jamais je mettrai en avant d'aller mettre de la haine Justin ou Blake. C'est des situations compliquées, c'est des situations complexes et je pense qu'uniquement une cour de justice pourra nous montrer vraiment la vérité parce qu'ils auront accès à tous les éléments. Donc j'ai envie de savoir comment ça va se passer ce procès. Je vais vous tenir informé, même si les procès souvent sont très très lents. Je vous mettrai ça dans l'onglet communauté ou sinon sur Instagram, que c'est beaucoup plus facile pour vous le partager. Car en vrai, on ne connaît jamais les personnes. Donc je ne peux que vous conseiller de faire attention à ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire. Et à ça, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.